Chapitre 5 de Monsieur de Bougrelon par Paul Duval, pseudonyme Jean Lorrain. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5 La tour des pleureurs. Une femme n'attend pas. Ça avait été l'adieu de Monsieur de Bougrelon. En revanche, nous l'attendîmes inutilement le lendemain et les 2 jours qui suivirent. Monsieur de Bougrelon ne reparut pas, et la pluie tombait toujours, noyant dans du gris et de l'humide une monotone ville devenue de boue et d'eau, pays de fantômes en vérité, et dont l'héroïque ami de Monsieur de Mortimer était bien un de ces spécimens illusoires avec sa silhouette de fantoche, son jargon de l'autre siècle et le chimérique de ses prétentions. D'ailleurs, où le retrouver? Monsieur de Bougrelon avait tout à fait négligé de nous laisser son adresse, et c'est là une coutume habituelle aux spectres, dont l'irréel gentilhomme avait bien, en effet, les imprévus jaillissements de l'ombre et les brusques disparitions. Toutes les réflexions faites, nous avions rêvé. Notre guide à travers les Hollandes nous avait abandonnés dès notre sang-froid revenu. Monsieur de Bougrelon était le produit de notre ennui, de cette atmosphère de brouillard et de quelques griseries de squidam. Nous avions prêté un corps à nos songeries d'alcool, une âme aux suggestions des tableaux de musée, une voix aux mélancolies de quai du Prince-Henri et du canal du Nord. Et comme sous la perpétuelle ondée, la ville, malgré ses devantures flambantes et les bouges de son ès, nous devenait d'heure en heure une cité de spleen. Nous prîmes la décision de quitter Amsterdam. Oh, ces 3 jours d'errance désempérés et morts dans des collections particulières, ces siècles d'heures passées, l'œil collé sur des loupes, à détailler des maîtres inconnus et des joyaux de vitrine dans la fade atmosphère de poivre et d'encaustique de galeries d'amateurs. Le 4e matin, nous n'en pouvions plus. La pluie, cependant, avait fait trêve, et l'opaque brouillard qu'encadraient nos fenêtres s'opalisait par place d'un rayon de soleil. Nous bouclions quand même nos valises, et, les doigts crispés sur une courroie récalcitrante, je tenais sous pression d'un genou l'anormal gonflement d'un sac de nuit, quand la porte de ma chambre s'ouvrait toute grande et précédée d'un formidable « Bonjour! Ah, vous partez, messieurs !» Sa silhouette imprévue se dressa sur mon seuil. C'était lui. Monsieur de Bougrelon nous était revenu. C'était lui, mais cette fois plus fantastique et plus terrible encore. Un Monsieur de Bougrelon d'un macabre sinistre, car ce dernier matin, un large bandeau noir coupait en 2 la maigreur de cette face de spectre. Blême, sa longue moustache teinte, plus hérissée que jamais, Monsieur de Bougrelon avait un bandeau sur l'œil. Monsieur de Bougrelon nous revenait borgne. Une main posée sur la pomme en turquoise d'une énorme canne, Bougrelon se cambrait dans une étroite redingote olivâtre et d'un ton péremptoire. J'ai failli mourir, et de la main des grâces. Oui, en vérité, messieurs, un brimborion de femme m'est presque entré dans l'œil. Une de ces aiguilles d'or dont les petites femmes de l'île Marken s'ornent le front, comme d'autant d'antennes. Vous savez, les petites Salomé qui sont ici le régal des pêcheurs. Ma noble amie, la dame de beauté dont je fais chaque soir la partie d'ombre, en a pris une à son service, et comme cette petite gotte a un minois et de la fraîcheur l'autre soir, le soir même où je vous quittais, messieurs, il y a dans la maison de si incomparables liqueurs. En descendant l'escalier,
Cette fille me précédait en portant le flambeau. Je me sentis d'humeur gaillarde, chose ridicule à mon âge, mais avant tout, on est français, et prenant cette petite à la taille, je voulus frotter mon museau de vieux singe à cette peau de pêche, et mal m'en pris, messieurs, car la poulette surprise, se retournant d'un mouvement brusque, m'enfonça sa crête dans l'œil ou presque, dans la tempe. C'eût été le trépas subit, messieurs, juste châtiment de ma pareille hardise. Joutons les léandres à mon âge. Mais grâce à Dieu, je ne suis qu'Horatius Coclès, mais cela sied à ma beauté, avouez-le, messieurs. Inès de Castro était borgne, et un roi d'Espagne l'aima. Je suis donc de Castro, et cela me console, car, quoique normand, je suis par une aïeule de race tolédane, de Castro et de non Castra. Ne confondons pas. Mais j'arrive à temps, vous allez partir et je puis vous serrer la main, messieurs. Vous prenez le train d'11 heures. 20 minutes plus tard, je vous manquais. Je ne me le serais pas pardonné, messieurs, car grâce à vous, en vous faisant visiter cette ville, j'ai revécu l'Amsterdam de monsieur de Mortimer. Des Français comme vous, c'est une rare aubaine, dans la morne époque où je vis attardé. Et on ne voit ici que princes de la brocante ou commis voyageurs. Vous avez dû me croire mort, et j'aurais dû vous prévenir, je le sais. Mais ennuie-t-on des amis de ces vêtilles? Ah, vous partez. Le brouillard de ce pays vous est malsain. Un proscrit seul peut se plaire en Amsterdam. Vous partez, et peut-être ne nous reverrons-nous jamais. Et, tirant de son gousset un énorme chronomètre en cuivre, une sorte de montre-boussole de navigateur, 11 heures moins 10. Vous avez manqué le train, messieurs. Et grâce à moi, oui, je m'en flatte et m'en applaudis. Il m'était dur de vous voir partir sans vous avoir sifflé quelques scradames ensemble. Vous ne me refuserez pas l'honneur de vous asseoir aujourd'hui à ma table. Je vous invite à déjeuner. C'est moi qui vous traite cette fois. Et nous déjeunâmes ce matin-là encore avec monsieur de Vauquelin. Selon sa louable habitude, il s'en remit à nous pour régler la dépense, mais il avait perdu sa faconde et sa belle humeur coutumière. Une visible inquiétude angoissait cet infatigable causeur. Était-ce le malaise inhérent à tout départ? Il y avait comme quelque chose de rompu entre nous. Une atmosphère de tristesse et de défiance emplissait la petite salle souterraine et voûtée du restaurant Straat. Après tout, son récent accident indisposait peut-être le vieux gentilhomme, car par 2 fois monsieur de Bouquerolles se leva pour aller dans la cuisine rafraîchir ses compresses et bassiner son œil. L'épingle d'or de Goth le faisait encore évidemment souffrir. En Avranches, au temps où monsieur du Mortimer et moi nous y faisions des malheureuses, cette éraflure eût été guérie en 1 heure, que dis-je, enfin en 5 minutes. Les chairs eussent été pansées, recousues, et la peau lisse comme celle d'un fruit. Monsieur de Mortimer possédait un onguent merveilleux, messieurs. J'en ai, hélas, égaré la formule. Cette formule datait des croisades, messieurs. Elle avait été rapportée d'Orient, de Jérusalem même, ou plutôt de Persépolis, par un prince la maison de Bouillon, mort depuis en terre sainte, et la famille des Mortimer la tenait d'une princesse de Clèves alliée ou descendante de même Bouillon. Il entrait là-dedans 1000 ingrédients divers, de l'hysope, du poil de chauve-souris, de l'antimoine, de l'émeraude pilée et de l'essence de momie, messieurs. Une vraie pharmacopée égyptiaque.
Mais peu importe, telle qu'elle était, cette pommade était usagère à Edgar, et d'un effet miraculeux. Je vous citerai cet exemple. Tous les matins, quand nous étions en Avranches, Monsieur de Mortimer avait cette habitude, il avait la folie des chevaux et des chiens, de descendre aux chenils et puis aux écuries pour caresser les bêtes et reprendre s'il y avait lieu les palefreniers et les piqueurs. Et comme c'était un grand enfant, c'étaient des pains entiers jetés aux dogues de la meute, des tranches de melon d'eau offertes aux étalons, des morceaux de sucre mangés dans la main, des tapotes au portrail des juments et des pinsons aux naseaux des poulains. Or, dans une de ces tournées d'écurie, un grand cheval hongrois, qu'Edgar croyait être hongre, mais qui était entier, messieurs, comme vous et moi, un grand carcan d'alezan, chatouillé au passage, se ruait sur Mortimer et le mordait cruellement. Il le mordit au visage, messieurs, au visage, et comme une pomme, ce fut une plaie hideuse, abominable, toute la mâchoire à jour, une béante blessure, où sombrait à jamais l'héroïque beauté de cet admirable cavalier. Un autre eût tué la bête. Un cheval, cela s'abat d'un coup de pistolet comme un homme. Mortimer, lui, remonta dans ses appartements, prit un pot de son onguent, s'en frotta la joue, et le soir il dînait en ville, car le soir il n'y paraissait plus. Voilà quels étaient, messieurs, les onguents et les hommes de notre époque. Comparez-les, si vous l'osez, messieurs, aux inventions de votre temps. Ce fut la seule rodomontade où se haussa un peu durant ce morne déjeuner la fantaisie ordinairement étincelante, mais ce jour-là éteinte de monsieur de Beaugrelon. Il ne reprit son parler déclamatoire et sa phraséologie hautaine que sur le quai du Prince-Henri, presque à l'extrémité de lit, devant la tour des pleureurs qu'il tenait absolument à nous faire voir ce jour-là. Et quand nous fûmes arrivés devant cette grande masse de pierre, la tour des pleureurs, messieurs, en France on eût dit des pleureuses, car en France les hommes ignorent les larmes, ou doivent les ignorer du moins. La douleur est essentiellement femme, mais ces braves Hollandais n'y voient pas de si loin. Joris, Yann ou Peters partaient pour Bornéo, Sumatra, Java ou l'Amérique. Le père de Peters, le frère de Yann et le grand-père de Joris les accompagnaient jusqu'au navire et là, sur le quai, les serraient dans leurs gros bras avec de grosses larmes dans leurs gros yeux de gros hommes, larmes de phoques et sanglots de morsoins, pleurs qui n'embellissaient guère leurs prunelles de faïence. À tous ces magots de vieux Delft, comme en ont peint Teniers et tous les Van Ostade ou sans Ostade de ce pays de vent et de moulins. Mais c'est avec des adieux, des regrets et du désespoir qu'ont été cimentées les pierres de cette tour, messieurs. La tradition française, en marquise qu'elle est, y eût fait pleurer des amoureuses. Les Hollandais, qui sont des réalistes, y ont fait sangloter des douleurs de vieux. La tour des pleureurs. J'y veux pleurer aujourd'hui à mon tour, beaucoup sur moi et un peu sur vous, messieurs. C'est là que ma coquetterie tient à vous faire ses adieux. Nous ne nous reverrons jamais. On ne revient pas en Hollande. Le rêve qu'on en emporte, les souvenirs qu'elle impose, sont plus beaux que la réalité. Il ne faut pas revenir en arrière. Moi, je suis un proscrit, un vieil halluciné cloîtré dans une vision à laquelle je ne veux pas toucher. Je suis comme une urne, messieurs, mais une urne encore tiède de la chaleur des cendres. Ces cendres-là sont les visions de mon passé, la vision de la France telle que je l'ai connue, telle que je l'ai quittée. Une France sans chemin de fer, sans télégraphe et sans téléphone.
une France non encore déshonorée par les usines et par les parlements. Dans ce pays de canaux, du moins, je ne verrai jamais ni bicyclette, ni voiture automobile, ni mille choses hideuses et barbares, que je ne puis même m'imaginer, puisque je les ignore, mais dont le nom seul m'est une souffrance. Et puis, monsieur de Mortimer, où son spectre emplit encore cette ville, il marche à mes côtés quand je longe ces canaux. Il me parle à voix basse quand je rôde à pas lents, le soir, au crépuscule, dans notre cher musée. Les portraits que nous avons aimés ensemble ont pour moi des sourires, des gestes et des regards d'ancienne complicité. Amsterdam est peuplé pour moi de chers fantômes, messieurs. Voilà pourquoi j'y veux mourir. Non, messieurs, je ne reverrai jamais la France, scandait mélancoliquement monsieur de Bouquerolles. Il avait croisé ses deux bras sur sa poitrine, et ses prunelles étaient devenues singulièrement lointaines et vides. D'ailleurs, qu'irais-je y faire? Tous ceux que j'y aimais sont morts. Je n'y reconnaîtrai plus personne, et, chose encore plus douloureuse, personne ne m'y reconnaîtrait plus. Un proscrit est toujours seul, mais encore moins peut-être sur la terre d'exil que dans son propre pays. Les joies du retour, voilà ce qu'il ne faut jamais tenter. Songez après des 30 et 40 années d'absence, si on n'y retrouvait que la maison vide, ce ne serait que demi-mal. Les fantômes ont d'étranges préférences pour les vieilles demeures, et que de souvenirs endormis. Que d'hirondelles funèbres sommeillant, les ailes éployées entre les poutres des plafonds. Ce serait le rêve que de retrouver la maison inhabitée et le jardin à l'abandon, mais on n'a jamais cette chance de se heurter au retour à la grille rouillée et aux persiennes closes. Non, la grille est peinte à neuf, les volets ouverts, le jardin entretenu, les allées ratissées et les plates-bandes fleuries de géraniums, messieurs, des géraniums où l'on avait laissé des ancolies, des aconies bleues et cette grâce exquise et surannée des roses trémières. Et dans la maison, il y a des étrangers, comprenez-vous l'insulte de ce mot, messieurs? Des visages qu'on ne connaît point et qui vous dévisagent, des faces de défiance et d'hostilité, d'abominables et bourgeoises figures de propriétaires. La maison est à moi, c'est à vous d'en sortir. Non, je n'irai point m'exposer à cet horrible accueil, à ce coup de couteau dans mon vieux cœur. Au moins ici, dans l'éloignement et dans l'absence, je revois, tel je l'ai laissé, le vieil hôtel d'Avranches où j'ai grandi. Et c'est mon enfance, et c'est mon cher passé de 25 ans qui, dans mes songeries, semble toujours m'y attendre, accroupis tous deux au coin de l'âtre, dans les cendres, devenues elle, semblable à une vieille servante, à une octogénaire et chevrotante aïeule. Lui resté jeune et beau comme il y a 50 ans, un demi-siècle, messieurs, car notre enfance seule vieillit dans nos souvenirs, notre jeunesse y est défendue par l'amour. L'âge où l'on a aimé flamboie d'une si intense aurore, mais mes deux chers fantômes ne m'ont pas attendu. Il y a beau temps que l'hôtel de Bouquerolles a été mis en vente. Il y a 20 ans, c'était la recette générale de la ville. On avait installé des gratte-papiers, des chieurs d'encre. C'est peut-être une rôtisserie aujourd'hui. M'y voyez-vous débarquer, messieurs, pour y trouver mes spectres vénérés tournant la broche ou servant les plats? Ne vous l'avais-je pas dit? J'ai vécu dans ces Hollandes plus de 30 ans de ma vie de proscrit.
Je dois mourir, je veux mourir ici. Monsieur de Bouquerolles n'avait plus son habituelle emphase. Sa gesticulation de théâtre même avait disparu. Il parlait, le buste toujours cambré, mais les épaules moins effacées, les 2 mains appuyées aux pommeaux de sa canne, et ses fixes prunelles d'aigle, devenues vagues et troubles, nous étonnaient par leur douceur triste. Monsieur de Bouquerolles parlait presque comme tout le monde. C'était un de Bouquerolles inconnu. Un homme avait surgi du fantoche. Dans cet être corseté, maquillé et raidi dans une attitude voulue, il y avait donc de l'humanité, la vraie tristesse de la douleur. Devant nous, c'était la morne et sablonneuse étendue d'eau du Zuiderzee crêtée à l'horizon de mouvantes écumes, car le vent commençait à s'élever du large. Un ciel balayé de nuées rousses où de subites déchirures mettaient des lambeaux d'air bleu, un vrai ciel de Hollande, comme on en ont peint les peintres, un ciel où l'on évoque des ailes de moulins ou des vergues de bateaux de pêche, avec très loin sur notre droite la masse énorme et ronde de la tour des Pleureurs. Monsieur de Bouquerolles s'était tu, et, le cœur un peu serré par la mélancolie de ses adieux, nous respections son silence. Nous arpentâmes ainsi pendant près de 10 minutes les bords du quai du Prince-Henri. Mais je ne veux pas vous retenir davantage, messieurs, interrompait brusquement notre guide. Je vous ai fait manquer le train ce matin, une fois suffit. Partez, oui, il en est temps. Je commence à vous aimer, messieurs, et demain je souffrirai trop de vous voir partir. Le cœur des vieux, c'est comme le lierre, on s'attache vite lorsqu'on est seul. Mais se reprenant presque aussitôt, seul, non, je ne le suis pas. Puisque cette grâce a été faite à mon exil et à ma vieillesse d'avoir auprès de moi la plus noble et la plus délicate affection, car n'ai-je pas ici pour me retenir le plus solide lien, cette dévouée et vigilante créature qui veut bien mettre une autre Barbara, cette dame de beauté dont je vous avais promis de vous faire visiter un jour l'admirable collection de conserves, les conserves, un des vestiges insoupçonnés de ce pays de visionnaires. Oui, je m'en souviens, je vous avais fait cette promesse. J'aurais dû vous y conduire, et puis d'autres occupations nous ont pris. Fait-on ce que l'on veut? Et puis je m'étais trop enthousiasmé en vous décrivant ces conserves. Cette visite vous aurait peut-être déçu, et je vous l'avoue, je ne vous aurais pas pardonné cette déception. Vous avez prêté vos âmes à mes divagations, à mes songeries de vieille hallucinée, et je vous sais infiniment gré, messieurs, d'avoir bien voulu me laisser cultiver en vous les fantasmes de mes rêves. C'est comme le petit logement que j'habite. Je devais vous en faire les honneurs. Un tourne-bride, messieurs, un vrai perchoir d'un ancien demi-solde, mais j'y ai quelques bibelots curieux et, pour moi, sans prix. Une miniature de Barbara, celle de Mercédès avec son cadre de rubis, et puis quelques joyaux. Épave d'une époque plus heureuse. Tout cela je devais vous le montrer, mais le temps nous a manqué, ma volonté a tourné au vent d'autres caprices, et puis ces brimborions-là ne valent que pour celui qui les possède. Un portrait est toujours une trahison. Les seuls qui vaillent sont ceux des inconnus. Et puis, qu'auriez-vous pensé de moi si vous aviez visité mon taudis? Un taudis, oui, messieurs, ce serait un taudis en France, mais avec la propreté méticuleuse de ces Hollandes, ici c'est une soupente. Qu'auriez-vous pensé en voyant un Bouquerolles ainsi logé? Je suis pauvre, que voulez-vous? Non,
Vous n'auriez rien pensé, car je sais la délicatesse de vos âmes. Mieux, vous ne penserez et ne croirez jamais rien de fâcheux pour moi, messieurs. Quoi qu'on puisse vous dire un jour sur ce nom de Bougrelon, quelque médisance que vous en appreniez, ça je le sais. Et mettant brusquement sa canne sous son bras pour nous prendre les mains, et pendant qu'il les tenait tendrement serrées dans les siennes, cette soupente d'un gentilhomme déchu, cette cellule de moine, messieurs, je vous en aurais pourtant fait les honneurs si j'avais eu à vous y montrer un portrait de mon ami de Mortimer. Mon ami de Mortimer. Celui-là, je vous en ai tant parlé que vous le connaissez presque, et j'aurais aimé graver dans votre mémoire les traits indélébiles de ce visage héroïque et charmant. Mais je n'avais même plus ce motif. J'avais plus de 10 portraits d'Edgar. Je les ai tous brûlés. Aucun ne lui ressemblait. Adieu, messieurs. Et sur une imprévue pirouette, il tournait les talons et disparaissait, à croire qu'il était tombé dans le canal. Nous ne devions plus revoir monsieur de Bougrelon, personnage de mystère. Il emportait avec lui l'énigme de sa vie, en nous en laissant l'efférente obsession. C'eût été là la parfaite esthétique de cette histoire. Malheureusement, il n'y a d'esthétique parfaite que dans les aventures que l'on invente, et monsieur de Bougrelon n'est pas un personnage d'invention. Nous le revîmes le soir même, et dans la plus fortuite des circonstances, et la plus imprévue et la plus simple. Le hasard, qui nous avait sorti cette hallucinante silhouette de l'ombre, devait le soir même de ces solennels adieux arracher le masque au fantôme et mettre à bas l'échafaudage si laborieusement élevé pourtant, et tant d'héroïques prétentions. Il était écrit que nous manquerions 2 fois le train ce jour-là. En rentrant à l'hôtel, ce fut la rencontre d'un ami de Paris arrivé à midi, pendant que nous déjeunions dehors, et qui nous attendait de pied ferme à l'Adrian. Un coup d'œil sur la liste des voyageurs l'avait informé de notre présence à l'hôtel, et ce cher Pointel, ravi de l'aubaine, n'entendait pas nous laisser partir. Un pur hasard, mais dont je profite, nous déclarait-il en nous happant dans le hall. Je ne vous lâche pas. C'est la première fois que je viens en Amsterdam. Vous y êtes depuis 8 jours, ferrés et documentés sur les musées et les promenades, et je vous lâcherai. Non, pas si bête. Et comme nous objections, et nos malfaites et nos billets de retour, vous m'accorderez bien la soirée. Vous aurez tout le temps de me renseigner jusqu'à minuit. C'est dit, nous dînons ensemble, je vous invite. Vous me ferez visiter ce soir les splendeurs du Ness, où je viens déjà de fouiner entre chien et loup. Paillard, va. On ne peut pas refuser à un compatriote en détresse de le piloter, ne serait-ce qu'un soir, dans le légendaire Venusberg d'Amsterdam. Nous acceptions donc l'invitation de Pointel. Le café bu, nous le conduisions au Ness. Mais ce n'est pas au Ness que nous allions, mais au Sidec, le quartier des matelots et des bouges, quelque chose comme le quartier du port dans le vieux Marseille et l'ancien Ridec d'Anvers, lointain faubourg situé derrière les solitudes de la gare, réservé aux ébats de la marine cosmopolite et à la plus basse prostitution. L'endroit est assez dangereux, l'ivrognerie des matelots, quand elle s'aggrave de luxure, y joue facilement du couteau. Et puis le canal est d'une telle commodité pour les cadavres gênants en ces brumeuses Hollandes. Mais le Sidec est le quartier des cabarets, des bals, des beuglans. On y aime avec tous les gestes et l'on chante dans toutes les langues. Le Sidec, c'est la grande truanderie dansante, braillante et fornicante des Pays-Bas. Nous étions en nombre et, flanqués d'un interprète, nous nous rendions bravement au Sidec.
Nous y avions déjà visité 5 ou 6 bouges quand dans un de ces cabarets de matelots où l'on danse, établissement tenant à la fois du bar et de la salle de bal, dans l'atmosphère rousse et épaisse de ces sortes d'endroits bués d'haleine, fumés de tabac, âcre senteur de sueur et d'alcool, de sel et de goudron, le tout flottant dans une de ces lueurs huileuses chères au pinceau de Rembrandt, qu'apercevions-nous? Assis sur l'estrade réservée à l'orchestre et dominant de son archet des têtes crépues de marins nègres et des bonnets de matelots américains en train de sauter une joyeuse polka, qu'apercevions-nous? Fantomatique et raide, pensé dans sa redingote olivâtre et son bandeau noir sur l'œil, Monsieur de Bougrelon, impassible et blême, le menton appuyé sur un violon, Monsieur de Bougrelon faisait danser la clientèle en vareuse et en bottes du bastringue. Autour de lui s'étaient, tournant lourdement deux par deux, les mains aux épaules, la cohue tressautante et rieuse des polkers. Monsieur de Bougrelon, avec son profil de vieil aigle blessé, sous son front bandé de noir, les dépassait de toute la hauteur de sa taille, telle une statue de Orphée, Orphée macabre qu'une Eurydice en tartan, mopiteuse et fanée accompagnait. Car une vieille harpiste, une lamentable carcasse d'aïeul en immense chapeau Pamela, un vieux châle à carreaux d'étain drapé sur une pauvre robe de soie jadis verte, était assise auprès de Monsieur de Bougrelon. Une antique harpe empire pleurait tristement sous ses mains gantées de mitaines, tandis que le long du violon sa main à lui, sa main décharnée, aux doigts fébriles et frénétiques, se crispait et courait, convulsait comme un crabe. Et nous comprîmes où le vieux gentilhomme passait toutes ses soirées. Nous possédions la clef de l'énigme. Nous savions pourquoi notre cher et vieux guide nous quittait si précipitamment chaque soir. Nous savions, et avec quelle tristesse, quelle partie d'ombre, et ce n'est pas d'ombre, mais de spectre qu'il eût fallu dire. Le vieux gentilhomme faisait avec la dame de la noblesse qui lui voulait du bien. Quoi? C'était là, la dame de beauté, la dame à la chapelle privée où il entendait chaque dimanche et la messe et les vêpres, la dame au musée de conserve, cette autre Barbara, etc. Monsieur de Bougrelon avait donc impudemment menti. Et Monsieur de Mortimer, et cette jeunesse héroïque et fastueuse, et tant de duels, tant d'aventures, et cet exil et ce bandeau noir sur l'œil, dans des milieux pareils, quelque rixe sûrement, ou quelque atout reçu dans une bagarre, Monsieur de Bougrelon était un musicien de bouge à matelot. Nous étions demeurés effarés de stupeur, à l'entrée même du bal. Monsieur de Bougrelon avait levé la tête et venait de nous apercevoir. Aucun muscle ne tressaillait dans sa face blême et tragique. Il continuait de jouer comme si de rien n'était. L'œil qui lui restait s'était seulement clos. Il avait baissé sa paupière. Monsieur de Bougrelon ne voulait pas nous voir. Respectueux de sa volonté, nous partîmes sans le reconnaître. Fin du chapitre 5, lu par Mark Nooning, Seattle, le mois d'août 2025. Fin de Monsieur de Bougrelon par Paul Duval, pseudonyme Jean Lorrain.